Bonjour Léon Weinstein en direct de Los Angeles, Californie. Aujourd'hui, le président Trump a annoncé qu'un accord avait été conclu avec la Chine. Et maintenant, lui et le président chinois doivent donner leur évaluation et approuver les conditions. De nouvelles données sur l'inflation ont été reçues. Elle ralentit, malgré l'affirmation de pratiquement tous les experts, que, à cause des tarifs de Trump, tout devient plus cher. Il est évident que les experts ne savent pas que le venin de serpent peut être mortel, mais qu'à d'autres doses et consistances, il peut soigner. Il est devenu clair que les citoyens américains nés à l'étranger, venus légalement et vivant aux États-Unis, quittent massivement le Parti démocrate pour rejoindre le camp du Trumpisme. Pas forcément vers les républicains, mais spécifiquement vers Trump en personne. Cela se voit aussi dans leur attitude négative envers les immigrés illégaux, les clandestins, comme ils les appellent, qui ont envahi le pays. Le terme libéral est considéré comme mensonger, stupide, ou possiblement les deux à la fois par le locuteur. Les médias nous répètent sans cesse que les immigrés, les latino-asiatiques, les Européens de l'Est, la majorité de ceux qui sont nés ailleurs et qui ont déménagé, couru ou rampé jusqu'en Amérique. De tout leur être et de tout leur cœur, bien sûr, ils soutiennent toute forme d'immigration. Ils devraient être farouchement opposés à la guerre de Trump contre les immigrés, parce que notre pays est un pays d'immigrants, parce qu'eux-mêmes sont des immigrés. Mais ils oublient de préciser qu'il existe une immigration juridique, légale, où l'on fait une demande et on te donne une opportunité. Et il y a ceux qui ont contourné les lois et, en enfreignant les lois du pays, sont venus dans ce pays. Comme toujours, on nous dit sans preuve que c'est déjà connu. Et ils donnent aussi l'exemple de l'année 2020, lorsque, selon les sondages, 32% des citoyens naturalisés, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu la citoyenneté non pas par naissance, mais par ce qu'on appelle la naturalisation. Ainsi, ce pourcentage a voté davantage pour les démocrates que pour les républicains. Mais cela concerne uniquement les années 2008, 2016, 2020 et 2025. Qu'est-ce qui a changé si quelque chose a changé? Demandons à Trump, qui déteste les médias. Commençons simplement par le fait que les immigrés citoyens, les électeurs immigrés, les électeurs nés à l'étranger. En 2024 et 2025, ils se sont nettement déplacés vers la droite sur cette question. Comparé à l'endroit où ils étaient en 2020, si l'on parle de la confiance envers l'immigration, en 2020, imaginez-vous, les démocrates avaient un avantage de 32 points. Sur cette question, les électeurs et les immigrés étaient du côté des démocrates. Avançons jusqu'en 2024 et 2025. Regardez ce changement. Un déplacement de 40 points vers la droite a été observé chez les électeurs et les immigrés. Désormais, sur cette question, les républicains ont un avantage de 8 points sur les démocrates. C'est plus que pour tout autre groupe que j'ai pu trouver. Le groupe d'électeurs qui était devenu plus strict sur les questions d'immigration, en réalité, ce sont les immigrés eux-mêmes, les immigrés inscrits pour voter dans ce pays. Les immigrés se sont révoltés contre les sans-papiers. Les immigrés se sont révoltés contre la préférence donnée aux sans-papiers par rapport à ceux qui perdent le salaire des politiciens et que ces derniers ont été élus, ont promis, ont juré de protéger. Les immigrés en ont assez des trafiquants de drogue, des voleurs, des proxénètes, des meurtriers, des violeurs, qui ont été laissés entrer dans le pays par M. Biden et ses compagnons. Eh bien, c'est pour cette question-là. Mais qu'en est-il de leur attitude envers, disons-le ainsi, traditionnellement et historiquement, Donald Trump? Vous remarquez ce changement et vous vous interrogez sur ce qui se passe en coulisses. Regardez, Donald Trump. Rappelez-vous, lorsqu'il s'est présenté pour la première fois en 2016, les électeurs et les migrants étaient son point faible. La part des voix de Donald Trump parmi les électeurs citoyens et migrants a évolué. En 2016, il a obtenu 36% des voix. En 2016, seulement 36% des citoyens issus de l'immigration, c'est-à-dire des immigrés devenus citoyens, ont voté pour Donald Trump. D'ailleurs, j'étais l'un d'entre eux. Et en 2020, 39% ou un peu plus. Et regardons encore un extrait. En 2020, 39% des voix. Maintenant, en 2024 déjà, 47% des voix. Dans certains sondages que j'ai vus, il perdait de justesse parmi ses électeurs, dans d'autres, il gagnait de justesse.
Je le répète encore une fois, aucun autre groupe d'électeurs ne s'est déplacé vers la droite entre 2020 et 2024. Les immigrés ont fortement soutenu Donald Trump, qui a remporté la victoire parmi eux selon certains sondages. En moyenne, le résultat est à peu près le même. Donc, malgré tous ces discours sur les immigrés illégaux et sur le fait que Trump serait soi-disant dur envers eux, les immigrés électeurs sont de plus en plus attirés par Donald Trump et le Parti républicain, adoptant des positions plus à droite sur l'immigration. C'est-à-dire qu'en 1924 même, selon les aveux des médias farouchement de gauche, déjà 47% des citoyens américains naturalisés, non nés ici, ont voté pour Trump. Messieurs, cela représente la moitié des Latinos de ce pays, la moitié des Asiatiques de ce pays, la moitié des Européens de l'Est vivant dans ce pays. Et en 2025, il y aura déjà 8% de plus. 8% de plus d'anciens immigrés. Pour le programme que nous appelons aujourd'hui le programme républicain ou le programme de Donald Trump, plus que pour le programme démocrate, honnêtement, je ne saisis pas bien leur programme. Et encore une fois, cela signifie la majorité des latino-américains, la majorité des asiatiques, et ainsi de suite. Mais les latino-américains représentent aujourd'hui déjà 14 à 15% de la population du pays. Et en Californie, il me semble que c'est 30 ou 40%, peut-être même 40%. Cela signifie que ceux que les démocrates considéraient comme dociles, comme leurs fidèles, se sont rebellés. Le taux d'approbation nette des immigrés en situation irrégulière parmi les immigrés citoyens, c'est-à-dire ceux inscrits pour voter en 2020, était de plus 23 points en approbation nette. Mais regardez où nous en sommes en 2024, moins 6 points, un score négatif. Ainsi, les immigrés citoyens ont une opinion de plus en plus négative envers ceux qui sont ici illégalement. C'est pourquoi, à mon avis, il est très important, lorsque nous discutons de cette question d'un point de vue politique, de distinguer ceux qui sont des immigrés illégaux de ceux qui sont ici légalement, ainsi que de ceux qui sont déjà citoyens et électeurs. Parce que c'est précisément ce groupe d'électeurs qui se sent de plus en plus éloigné de ces immigrés qui sont ici légalement. C'est précisément pour cette raison que Donald Trump se sent aussi confiant lorsque nous en parlons d'un point de vue politique. En réalité, ce groupe, qui devrait en apparence s'y opposer le plus, ne l'est pas. En fait, ils sont de plus en plus favorables à Donald Trump et à la position républicaine sur l'immigration. Ils s'éloignent de plus en plus des immigrés en situation irrégulière. Autrement dit, les immigrés se sont divisés en deux groupes, les légaux et les illégaux. Certains ont demandé la permission de s'installer en Amérique, tandis que d'autres ont dit « Je ne veux demander la permission à personne, peu m'importe si les propriétaires de la maison où je veux vivre sont d'accord ou non. Puisque j'en ai envie, j'y entrerai par la fenêtre, par une fissure. » Savez-vous ce qu'ils faisaient au juste? À Los Angeles, c'est la police qui s'occupe des clandestins. C'est à cause de quoi que les émeutes ont éclaté, tout ça? Oui, les émeutes ont éclaté pour quelle raison? Le maire et le gouverneur de Californie ont dit qu'ils attrapent les sauts les enfants. Ceux-là, oui, la police fédérale, ils attrapent les sauts les enfants, ils les mettent en cage, les séparent de leurs parents, ils sont cruels, et ainsi de suite. Bien sûr, et oui. Et qu'est-ce que nous savons sur ceux contre qui ces rafles ont été organisées? Voyons quel ordre le responsable a donné à ses employés. Le chef des questions frontalières sous Donald Trump, Tom Homan, a déclaré que les raids qui ont provoqué de violentes émeutes à Los Angeles n'étaient pas liés à l'immigration. Homan a expliqué que les raids menés dans le centre de Los Angeles vendredi faisaient partie d'une enquête criminelle sur un système de blanchiment d'argent et les activités d'un cartel. Soyons clairs, les démocrates provoquent des émeutes à Los Angeles parce que, dans le cadre d'une enquête criminelle, on a ciblé des membres du cartel pour leurs activités criminelles présumées et leur système de blanchiment d'argent. J'ai tout bien compris, les amis. Et maintenant, la maire de Los Angeles, Karen Bass, a donné une interview ce matin. Je vous le dis tout de suite, c'était un nouvel échec total. Regardez par vous-même. Je pense que vous comprenez tous que la ville ne reçoit pas de notification lorsque quelqu'un arrive sur son lieu de travail. Et, en fait, nous comptons sur les informations de la communauté, en particulier des organisations de défense des droits des immigrés, qui ont mis en place un réseau d'intervention rapide.
C'est généralement ainsi que nous apprenons qu'un raid de M a eu lieu. Je dois faire une pause car je veux m'assurer que vous recevez les bonnes informations. Elle dit tout haut ce que l'on garde habituellement pour soi. Ils ne coopèrent pas avec les autorités fédérales, ils utilisent la communauté locale à travers leur réseau d'intervention rapide pour savoir quand des descentes ont lieu. N'oubliez pas, sans preuve, ils ne peuvent pas faire de descente. Un mandat d'expulsion, c'est clair. Et le fait que cette mère refuse de coopérer avec les autorités fédérales et préfère utiliser la communauté locale pour obtenir des informations montre qu'elle ne contrôle pas la situation. Nous avons également reçu des informations concernant des personnes qui sont ici légalement, qui venaient à leur rendez-vous annuel au service de l'immigration, peut-être même avec leur famille, et ils étaient arrêtés, ce qui est totalement inutile. On m'a demandé ce que feraient les Marines quand ils arriveraient. C'est une bonne question, je n'en ai aucune idée. La garde nationale, qui est ici en ce moment, n'a qu'une seule mission, garder un seul bâtiment, à savoir le bâtiment fédéral au centre-ville. Le deuxième bâtiment, c'est le bâtiment fédéral sur le boulevard Westwood. Et, à ma connaissance, il ne s'est rien passé du tout à Westwood, donc ce n'était pas nécessaire. L'idée que l'administration usurpe les pouvoirs de notre gouvernement d'État, qu'elle les retire à notre gouverneur Gavin Newsom. Le gouverneur sait que si nous avions soumis une demande pour faire appel à la garde nationale et qu'elle lui était parvenue, il aurait accepté. Cette question ne s'est jamais posée car nous n'avons même jamais envisagé de faire appel à la garde nationale. Je veux que vous sachiez que la violence qui s'est produite a vraiment obligé la police de Los Angeles à demander de l'aide supplémentaire, mais pas au gouvernement fédéral. Alors, encore une fois, mesdames et messieurs, nous devons nous en tenir aux faits, parce que ces gens comptent sur le fait que vous ne vérifierez pas l'information. Elle affirme que les gens se présentent à leurs audiences, qu'ils assistent chaque année. Et ce sont des personnes sans papier ou celles qui essaient de respecter toutes les règles pour finalement obtenir la citoyenneté. D'accord. Et puis il arrive, les arrête et finit par les expulser. Maintenant, la seule façon dont il peut le faire, Laquelle? ils ont besoin d'un ordre de déportation. Et dans certains cas, si ce n'est la plupart, lorsqu'ils se présentent au tribunal, on leur dit « Hé, tu n'as plus le droit d'être ici, tu dois partir ». L'ordre est donné. ICE est sur place et procède aux arrestations. C'est pourquoi on appelle cela une procédure d'expulsion accélérée. C'est pourquoi on ne vous racontera pas l'autre côté de cette question, parce qu'il est beaucoup plus facile d'être paresseux et de simplement dire ce qui est visible en surface. Cela ne veut pas dire que tout se passe exactement comme ça. Et deuxièmement, elle dit que les forces de l'ordre local n'ont besoin d'aucune aide, mais en même temps, elle contredit complètement le chef de la police. Qui ment dans cette situation? Je sais qu'il ne dit pas la vérité. Les démocrates ont tenu une conférence de presse ce matin et font désormais ces déclarations. Écoutez par vous-même. Des manifestations, et même ceux qui n'étaient pas d'accord avec le fait que nous défendions la protestation pacifique n'ont provoqué aucune violence. Personne n'a été abattu, personne n'a été tué, souvenez-vous de cela. Et quand la loi martiale sera instaurée, que direz-vous? Je n'ai pas saisi l'essentiel. Ne perdez pas l'essentiel, vous tous. L'appel de la garde nationale n'a pas entraîné de violence. Il n'y a eu aucune violence. C'est une provocation, des représailles et une manœuvre de diversion. C'est une représaille parce que Donald Trump n'aime pas la Californie. Il n'aime pas nos lois, il n'aime pas notre politique. C'est une provocation. Donald Trump a envoyé l'armée contre une manifestation pacifique. Nous ne connaissons pas encore toutes les conséquences de cet abus de pouvoir autoritaire sans précédent, mais permettez-moi d'être clair. Les démocrates au Congrès sont totalement solidaires des habitants de Los Angeles, de nos immigrés, de nos sœurs et frères, ainsi que des manifestants pacifiques qui osent s'exprimer. Donc, il y a eu des manifestations, mais étaient-elles pacifiques ? Oui, il y a eu des manifestations pacifiques, mais il faudrait définir ce que sont réellement des manifestations pacifiques. Brûler une voiture ou piller un magasin, est-ce pacifique ou non ? Je soupçonne que, quand ça arrange, c'est pacifique. Quand ça n'arrange pas, quand c'est nous, c'est pacifique. Quand c'est contre nous, alors ce n'est pas pacifique, oui. C'est curieux, pourquoi alors la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, prononce-t-elle un tel discours ?
Nous ferons respecter la loi, peu importe ce qu'ils font. Regardez autour de vous, tout ressemble à un pays du tiers-monde, mais ce n'est pas le cas. C'est les États-Unis d'Amérique, nous n'allons pas tolérer cela. Donald Trump, non plus, ne va pas le tolérer. Et encore une chose ce soir, regardez tous ces hommes et femmes formidables de la police de Los Angeles. Nous allons les protéger. S'ils ne protègent pas et ne tiennent pas pour responsables les personnes qui maltraitent la police de Los Angeles pendant les troubles civils, alors, selon l'article 18231, nous pouvons engager des poursuites fédérales contre ceux qui attaquent les agents des forces de l'ordre de l'État avec une peine maximale de 5 ans de prison. Nous allons les poursuivre au niveau fédéral, c'est ce que nous ferons. Si la Californie ne protège pas ses agents des forces de l'ordre, nous protégerons la police de Los Angeles et le bureau du shérif là-bas. Et ce n'est pas tout. Nous avons actuellement 9 affaires en cours et il y en aura d'autres concernant les agressions contre des agents fédéraux. Dans les affaires de cocktails Molotov, une personne a déjà été inculpée. 3 affaires restent non résolues. Les pillards ont commencé à voler la nuit dernière, s'introduisant dans les magasins comme le 7-Eleven et la pharmacie. D'habitude, de tels actes ne donnent pas lieu à des inculpations. Mais maintenant, nous le faisons en vertu de la loi fédérale. Selon la loi Hobbs, nous portons des accusations de vol. En Californie, cambrioler une entreprise peut vous valoir jusqu'à 20 ans de prison. Si vous crachez sur un agent fédéral des forces de l'ordre, cela ne passera plus désormais. Comme l'a dit le président Trump, tu craches, tu assumes. Préparez-vous. Le vice-président a déclaré que l'administration ne se laissera pas intimider par l'illégalité. Nous soutiendrons les agents du FBI qui recherchent les criminels, la garde, la police, les fantassins qui rétablissent l'ordre, ainsi que les employés qui veillent au respect des lois sur l'immigration. Le président Trump ne reculera pas. Dans cette interview, Pam Bondi a annoncé qu'ils avaient identifié l'individu lançant des blocs de béton sur les véhicules fédéraux. Écoutez. Sean, tu te rappelles de l'affaire du bloc de béton? Nous avons des nouvelles urgentes en ce moment. L'affaire où ce gars cassait des blocs de béton et les lançait sur des voitures de police. Cet agent fédéral s'est blessé à la main. Il portait un masque. Le FBI l'a identifié. Bill Asseley, notre remarquable procureur fédéral avec le FBI, ont fait un travail extraordinaire. Cet homme vient d'être identifié et en ce moment même, une perquisition a lieu à son domicile sur mandat. Son identité a été confirmée. Regarde son visage. Il va figurer sur la liste des personnes les plus recherchées. Vous venez d'annoncer cette nouvelle. Son visage est déjà partout maintenant. C'est lui. Il a été identifié grâce à l'excellent travail de la police et du FBI. Tu peux fuir mais pas te cacher. Nous venons te chercher au niveau fédéral. Si tu attaques un policier, cambrioles un magasin, fais du pillage ou craches sur un policier, nous viendrons te chercher. Le FBI a récemment publié ce dépliant. On recherche des informations concernant l'attaque contre un officier fédéral et la dégradation de biens publics. Maintenant, ils ont son visage et ils offrent une récompense de 50 000 $. Ceci a évidemment été publié aujourd'hui, plus tôt, parce qu'il a enfin été identifié. Je vous montre juste le résultat. Et, les gars, je ne comprends pas pourquoi les gens pensent qu'il vaut la peine d'attaquer les agents des forces de l'ordre. Bon, je comprends, vous détestez le président Trump, mais vous le détestez à ce point, au point de gâcher votre propre vie. Vous êtes donc prêt à tout perdre dans la vie? C'est à ce point sérieux pour vous? J'espère que non. Et maintenant, voici ce que le président Trump a dit plus tôt à propos de Gavin Newsom lors d'une table ronde à la Maison-Blanche. Écoutez, Newsom est un gouverneur incompétent qui est en train de détruire la Californie, l'un de nos grands États. Et si je n'étais pas intervenu, si nous n'avions pas fait venir la garde nationale, et nous en aurions amené encore plus si cela avait été nécessaire, parce que nous devons nous assurer que la loi et l'ordre soient respectés. Vous aviez une catastrophe là-bas, et maintenant, ils admettent eux-mêmes que c'en était une. C'était une catastrophe. Hier, j'ai regardé le chef. D'ailleurs, c'est un homme bien. Et il a dit, eh bien, nous avons eu de la chance de l'avoir fait, parce qu'ils étaient débordés. Vous avez vu ce qui se passait, donc nous avons bien agi. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais vous avez un gouverneur qui a laissé la ville brûler, qui ne voulait pas qu'on leur envoie de l'eau. Et moi, j'ai envoyé des milliards de gallons d'eau. Je voulais le faire pendant mon premier mandat. Eux, ils ne voulaient pas le faire. Ils prétendaient avoir des raisons écologiques, mais en réalité, il n'y en avait aucune. Je pense que c'est simplement une question de philosophie politique. Et le gouverneur de Californie dit exactement le contraire.
Du genre, vous avez vu des briques lancées sur des voitures, mais en fait, il n'y en avait pas. Ces briques-là, regardez, on les lance. Oui, mais il n'y en avait pas. Annuler cet ordre absurde, illégal et immoral, que nos militaires rentrent à la maison. L'absurdité de menacer le peuple des États-Unis d'Amérique avec leur propre armée, notre armée dont nous sommes fiers. Quelques instants plus tard, le juge a rejeté la demande de l'État de Californie d'interdire à Donald Trump d'utiliser la Garde nationale de Californie pour maintenir la paix et l'ordre pendant ces manifestations. Le gouverneur est à même allé en justice disant « Il ne s'est rien passé chez nous ». Pendant que celui-là, de Washington, Donald Trump, le roux désagréable, n'a pas envoyé les gardes nationaux, il faut d'urgence les retirer de Los Angeles. Mais le problème, c'est que cette fois, leur tour n'a pas vraiment marché. Le juge a dit « Gavin, tu es complètement fou ». Et Laina, c'est un grand événement. Le juge a rejeté la demande de la Californie. Raconte-nous cela et dis-nous ce que le président a dit dans son discours à Fort Bragg. C'est très important pour le président et son administration. Et il y a littéralement quelques minutes, nous avons entendu le président dire qu'il voulait libérer Los Angeles. Et en effet, il a vivement critiqué le gouverneur Gavin Newsom et la maire Bass pour la façon dont ils ont réagi à sa décision de déployer la Garde nationale et les Marines pour tenter de réprimer ces manifestations. Je comprends que cela puisse sembler une idée radicale et folle, les gars, mais peut-être que si Gavin Newsom s'était battu avec autant d'énergie pour vraiment arrêter les émeutes violentes dans son État qu'il en a mis, bien sûr, à poursuivre en justice et à faire des démonstrations contre Donald Trump, peut-être aurions-nous pu éviter cette situation. Peut-être que la question de savoir s'il faut faire appel à la Garde nationale pour mettre fin aux émeutes à Los Angeles ne se poserait même pas, parce que ces émeutes n'auraient tout simplement pas eu lieu. Si Gavin Newsom avait vraiment pensé ce qu'il disait lorsqu'il essayait d'affirmer que la police de Los Angeles et les forces de l'ordre local contrôlaient la situation, ce qui, comme on le voit clairement et évidemment, n'a jamais été le cas. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous allons vous raconter toute l'histoire et vous montrer une conclusion amusante lorsque la plainte de Gavin Newsom contre Donald Trump se solde par un échec total. Bien sûr, en général, il me semble que beaucoup d'entre nous, partisans de Trump, souffrent déjà de stress post-traumatique. Chaque fois que nous entendons qu'un démocrate dépose une plainte pour obtenir une injonction temporaire ou une ordonnance restrictive contre l'administration Trump, tu penses, ça y est, les jeux judiciaires recommencent encore une fois. Ils vont essayer de bloquer les actions de Trump par le biais d'un tribunal de district, puis tout ira plus haut. Mais, mesdames et messieurs, apparemment, ce n'est pas le cas aujourd'hui, car la petite plainte de Gavin Newsom contre Trump a échoué lamentablement. C'est-à-dire que le juge, aussi étrange que cela puisse paraître, a cru ce qu'il voyait de ses propres yeux, et non les assurances de Newsom ni celles d'un démocrate. Quel salaud! Je soupçonne fortement que ce juge n'est pas du bon côté. Les bons juges faisaient tout ce que les démocrates leur demandaient, enfin, disons qu'ils le demandaient gentiment, même des actes illégaux. Les démocrates les appelaient des juges et juges sages. C'était une combinaison du consensus de Genève EE et de l'appel téléphonique du président qui nous a donné la confiance que nous pourrions vraiment régler cette question. Maintenant, le président Trump doit l'approuver et la partie chinoise doit en informer son président. Et dès que cela sera fait, nous nous appellerons à nouveau et commencerons à mettre en œuvre cet accord. Mais avons-nous fait des avancées? Eh bien, je pense que les deux plus grandes économies du monde sont parvenues à un accord, n'est-ce pas, concernant l'accord cadre. Nous commencerons à mettre en œuvre ce plan après l'approbation du président Trump. La Chine et les États-Unis sont parvenus à un accord ce matin, après des négociations marathon cette semaine. L'accord prévoit que l'exportation de terres rares de la Chine vers les États-Unis se poursuivra sans obstacle en échange de la formation d'étudiants chinois dans les universités américaines. Dans le cadre de cet accord, les États-Unis recevront 55% des droits de douane sur tous les produits chinois, tandis que la Chine en recevra 10%. Récapitulons les points principaux. La Chine nous fournit tout ce dont les États-Unis ont besoin, et effectue même des livraisons anticipées, pour que nous ayons des réserves, pour que nous ne manquions pas des produits ou des composants dont nous avons besoin.
Nous, les États-Unis, prélevons 55% aux Chinois, principalement sous forme de droits de douane. Cela inclut toutes sortes de sanctions pour le fentanyl, pour tout, tant qu'ils ne l'arrêtent pas. Et puis, s'ils arrêtent tout, nous dirons d'accord, alors nous lèverons un peu. Nous prenons 55% sur pratiquement toutes les marchandises importées, si je comprends bien. À leur tour, les États-Unis n'expulsent pas 300 000 étudiants chinois du pays. Quel coup de génie! Trumpien, mon Dieu, quel fils de pute intelligent. Une partie d'entre eux sont les enfants de hauts fonctionnaires en Chine. Oui, ou de personnes riches. Et les États-Unis fournissent à la Chine ce qu'ils fournissaient auparavant. La Chine nous prend 10% de droits de douane, c'est-à-dire 55. Nous prenons 10% d'animation parce qu'il n'y a aucune raison de nous punir. Voici le message de Trump sur une énorme victoire pour l'Amérique. Le président Trump a annoncé les détails ce matin en écrivant « Notre accord avec la Chine est conclu, moi je passe ». Sous réserve de l'approbation finale du président Xi et de moi-même, la Chine fournira à l'avance tous les aimants et tous les éléments de terres rares nécessaires. De la même manière, nous fournirons à la Chine ce qui a été convenu, y compris la possibilité pour les étudiants chinois d'étudier dans nos collèges et universités, ce qui m'a toujours convenu. Nous recevons 55% des droits de douane, la Chine 10%. Les relations sont excellentes. Merci de votre attention. Trump a ensuite ajouté quelques minutes plus tard à la déclaration sur la Chine. Le président Xi et moi allons travailler en étroite collaboration pour ouvrir la Chine au commerce américain. Ce sera une excellente victoire pour les deux pays. De plus, dans le cadre de la poursuite du dialogue, les États-Unis et la Chine discuteront des autres produits que les États-Unis pourront exporter vers la Chine. Pour leurs 1,5 milliard d'habitants, c'est-à-dire un immense marché. Il est pauvre aujourd'hui, mais il est immense. Qu'est-ce que cela signifie vraiment que la Chine commence à s'occuper de son marché intérieur? Donc, on l'a quand même cassé. En Chine, c'était un immense camp de concentration avec des surveillants, bien sûr, des personnes pieds privilégiées, mais dans l'ensemble, c'était un immense camp de concentration utilisé comme une usine d'une taille incroyable. Et cette usine, grâce au travail forcé, produisait et exportait, pour ainsi dire, tout ce qui était possible dans le monde, gagnait énormément d'argent, en gardait une partie à se partager, une autre partie était dépensée pour l'armement et ainsi de suite. Pour la corruption, il suffit de corrompre seulement les dirigeants des différents pays. Pourquoi corrompre tout le monde? Voilà. Autrement dit, encore une fois, tout cela signifie que la Chine commence à s'occuper de son marché intérieur. C'est-à-dire que, d'un camp de travail avec une production utilisant la main-d'œuvre arabe, la Chine commence à se transformer en un pays avec une classe moyenne, qui constitue en fait le marché lui-même. Autrement dit, les Chinois. Les Chinois ont eu de la chance avec le ticket de tramway car la politique de Donald Trump, l'Amérique d'abord, leur permettra de transformer leur pays d'un système esclavagistant, eh bien, j'espère, en un capitalisme, disons, fonctionnel. Tout cela signifie aussi le lent déclin du Parti communiste. Mais cela donne aux apparatchiks du parti le temps de s'emparer le plus vite possible des richesses nationales et permettra au pays de devenir une sorte de république démocratique. Mentionné ? Le tarif de 55% mentionné par Donald Trump comprend un droit de base de 10% que tout pays du monde paie actuellement. Plus 25% pour compenser le statut injuste de nation la plus favorisée dont bénéficie la Chine et plus 20% de surtaxe pour le commerce du fentanyl, ce qui, il faut l'admettre, est assez absurde, la Chine accepte. Oui, ajoutez encore 20% pour que nous puissions continuer à commercer le fentanyl en inondant votre pays de cette substance, mais pourquoi ne pas simplement arrêter complètement le commerce du fentanyl ? Pékin a confirmé ces détails dans sa déclaration ce matin. La question est maintenant de savoir si cet accord est bon pour les États-Unis, mais ce n'est certainement pas celui que Wall Street attendait. Il voulait un retour au statu quo précédent, où Trump annulait tous les tarifs et où l'afflux de produits bon marché en provenance de Chine continuait. Cet accord, un accord qui maintient 55% de tarifs sur toutes les importations, c'est un bon accord pour la classe ouvrière américaine. Les droits de douane sont suffisamment élevés pour convaincre les entreprises de relocaliser la production aux États-Unis, agissant comme un facteur coercitif sur le marché et obligeant les entreprises du monde entier à fabriquer leurs produits ici.
Si vous produisez des biens aux États-Unis, s'il n'y a pas de tarif, c'est totalement exempté. Ce que fait cette mesure, c'est qu'elle montre aux fabricants qu'il leur est plus avantageux d'établir leur production aux États-Unis et d'employer des travailleurs et des fournisseurs américains. Et au lieu d'importer des produits fabriqués là-bas, en Chine ou dans d'autres pays, des biens moins chers et tout ça. Mais ensuite, il faut transporter tout ça par bateau, puis passer par notre douane et payer 55% de droits de douane. Donc, si tu fabriques quelque chose pour le marché américain, il sera beaucoup plus avantageux, moins cher, meilleur, plus pratique et plus agréable de le produire aux États-Unis. Depuis le jour où l'indépendance vis-à-vis des producteurs étrangers a été déclarée, les économistes américains étaient en crise. Je n'ai pas d'autre mot. Ils affirment que notre pays sombrera inévitablement dans l'hyperinflation et la dépression. Pire que la Grande Dépression du siècle dernier. Mercredi matin, le rapport sur les prix tant attendu est enfin arrivé. Et les prix baissent et baissent encore. Les chiffres ne peuvent pas être considérés comme de mauvaises nouvelles. La baisse inattendue des indicateurs de base dans la catégorie des biens essentiels était anticipée en raison de l'influence des tarifs. À l'exception de certains domaines spécifiques cités par Steve, cela n'a pas encore été constaté. Globalement, je pense donc que c'est positif. Cela fait presque 5 mois depuis l'introduction des tarifs par Trump. Certains ont été introduits plus tard. Oui, d'autres ont été introduits il y a quelques mois. Chaque mois, les médias prédisent une hausse des prix qui ne se concrétise jamais. Pourquoi ? Car les tarifs sont, de par leur nature, déflationnistes. On nous a menti. Ce matin, le ministre des Finances de Trump a témoigné sur le projet de loi. Regardez ce qui se passe lorsque la démocrate Linda Vance essaie de manipuler la question des tarifs de Trump en affirmant qu'ils provoquent une hausse des prix. Bézante dit « Désolé, Madame la députée, mais le rapport sur l'inflation est sorti ce matin. Il n'y a pas d'inflation. » Sa réponse « Vous êtes sexiste, vous détestez les femmes, regardez, secrétaire Bézante. » En effet, nous constatons déjà une hausse des prix de nombreux produits du quotidien. Non, Madame la députée, aujourd'hui c'était « le temps m'appartient, le temps m'appartient ». S'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Je vais vous poser des questions et je vous donnerai l'occasion d'y répondre. Mais s'il vous plaît, ne m'interrompez pas pendant mon temps de parole. Avec plaisir. D'accord, je sais que je suis une femme, mais s'il vous plaît, essayez de vous limiter à répondre à mes questions. Quand ils n'ont rien à dire, ils t'accusent soit de racisme, soit de sexisme. Et si elle avait aussi été une lesbienne noire amputée d'une jambe qui avait fait de la prison pour trafic de drogue, alors là, on n'aurait vraiment pas eu le droit de la critiquer. Voilà. Pourquoi l'inflation diminue-t-elle aux États-Unis ? Malgré les tarifs, les importateurs n'ont pas augmenté les prix pour ne pas perdre le marché. L'énergie est devenue moins chère et avec elle tous les transports, ainsi que la production, il y a beaucoup de choses de là-bas. Les livraisons se sont stabilisées et le nombre d'Américains qui travaillent et gagnent de l'argent augmente. Donc, un plus grand nombre d'acheteurs permet de maintenir les prix stables, voire de les faire baisser. Voici le début de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous présente mes excuses. Je regrette certaines publications que j'ai faites au sujet du président Trump, déclare Elon Musk la semaine dernière. Elles sont allées trop loin et Elon s'est publiquement excusé. Cela a atteint 60 millions de vues, près de 100 000 partages, 600 000 likes. Moi y compris, et beaucoup de soutien. Ces excuses publiques sont significatives. Peu de gens s'excusent d'avoir manqué de respect au président Trump. Merci Elon. Au moins, il n'a rien dit sur son jeu de golf. Bien joué. Nous avons tous des moments d'égarement, dit Retard Finder. Bon travail. D'accord. Heureusement, j'ai gardé toutes les preuves.
Quelles que soient les divergences politiques, Donald Trump et Elon Musk comprennent sûrement et sont d'accord sur le fait que la gauche les mettra tous les deux en prison et les tuera. C'est agréable à voir. Seul un véritable homme peut présenter des excuses. Reviens, Elon. Récemment, Elon Musk a rencontré Melania, je pense que la conversation était plus douce. Oui, et on lui a aussi dit, je soupçonne, quelque chose comme « Papa, Trump t'aime, il t'est très reconnaissant, tu es d'une grande aide, tu es vraiment super, tu es d'un grand soutien et d'une grande aide. » Et, surtout, il n'aurait pas pu devenir ce qu'il est devenu si tu n'avais pas été là. Ne racontons pas ça, mais je veux simplement t'expliquer quelque chose. Même Trump ne peut pas faire passer au Congrès des projets tels que toi, et lui le voudriez. Vous voulez tous les deux la même chose. Voilà le rétablissement du bien-être, de la santé, du sens et de la sécurité des citoyens de ce grand pays. Mais Donnie connaît le côté politique de la vie, et toi, tu n'as même pas besoin de t'en mêler. Toi, tu planes dans les cieux, et lui, qu'il gère les affaires terrestres. Malheureusement, ton point de vue est un peu naïf. Ces salauds au Congrès, vous le savez tous, ce sont vraiment des salauds. Ils doivent absolument s'emparer de quelque chose, et en plus, ils ont constamment peur. Alors, tu sais quoi ? Il vaut mieux avancer à petits pas vers ce à quoi vous aspirez tous les deux, plutôt que de tenter un grand pas et de ne rien accomplir du tout, non ? Et peut-être même revenir en arrière jusqu'à un point de quasi non-retour. Et peut-être que le grand enfant effrayé qui se cache en Elon Musk s'est calmé et comprenant ce qu'il avait fait, a écrit ce qu'il a écrit, puis est allé voir Trump et lui a serré la main. Je ne sais pas s'il a pleuré, s'il l'a enlacé ou non, mais il a dit « Je suis allé trop loin, je suis vraiment, vraiment désolé ». Donald Trump a exprimé un nouveau point de vue sur Elon Musk aujourd'hui, disant qu'il aimerait lui parler et n'a aucune rancune. Il semble qu'il communique déjà de toute façon. Selon des sources, Musk et Trump ont discuté en privé avant la publication du message exprimant des regrets. Il ne reste plus qu'à voir ce que Trump fera ensuite. Une tentative de rapprochement. Parviendront-ils à rétablir la relation entre ces deux hommes, Yebanim ? Cependant, Elon Musk a appelé le président Trump tard lundi soir. Ce qui a conduit le milliardaire à exprimer publiquement des regrets mercredi matin pour les attaques qu'il avait lancées contre le président lors d'un affrontement exceptionnellement public la semaine dernière. C'est ce qu'ont rapporté des personnes au courant du contenu de la conversation. Monsieur, l'intervention de Musk auprès de Trump est survenue après que l'entrepreneur technologique a eu une conversation en personne vendredi avec J.D. Vance et la chef de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wiles. Selon deux sources, cela a permis une trêve entre les deux hommes. Ces personnes ont parlé sous anonymat, les discussions étant privées. La conversation a ouvert la voie à un ton plus modéré. Elon Musk s'est excusé. Les représentants de Trump et de Musk n'ont pas commenté. D'accord. Musk a passé plusieurs jours à laisser entendre qu'il voulait se réconcilier avec le président Trump afin d'apaiser la situation après une série d'attaques personnelles virulentes. En fait, pour être honnête, c'était étonnamment doux pour Donald Trump. Je suis d'accord, Trump a été très doux en répondant à Musk. Je pense que Trump sait que Musk est un grand enfant génial qui s'amuse et qu'il faut se comporter avec lui d'une manière totalement différente qu'avec le reste du monde. Quelqu'un racontait que les personnes atteintes de cette forme d'autisme, celle dont souffre Musk, c'est-à-dire le syndrome d'Asperger, perçoivent le monde qui nous semble normal comme un marché bruyant, agaçant, fou et effrayant. Avec Musk, il faut toujours se rappeler qu'il est une combinaison de génie et d'enfant effrayé. Quant à Trump, eh bien, il n'a pas le temps pour la psychothérapie ou pour de longues conversations destinées à apaiser un génie. Le président doit diriger le pays. Vous avez été avec Elon et M, y a-t-il quelque chose que vous pourriez faire pour lui pardonner ? Pourriez-vous imaginer que ce soit possible ? Vous savez, je ne garde aucune rancune. J'ai vraiment été surpris que cela soit l'arrivée. Il s'est jeté sur Bill. C'est incroyable. C'est la meilleure chose que nous ayons jamais signée dans ce pays. Et ça, c'est la première phase, la deuxième phase, la troisième phase. Et soudain, tout s'assemble et s'harmonise parfaitement. Quand il a fait ça, j'étais vraiment mécontent.
Donc c'est vraiment dommage. Vous avez dit qu'il avait des problèmes. C'est quel genre de problème, c'est exactement? Je veux dire, c'est à cause de la drogue. Je ne sais pas quel est son problème. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'y ai pas pensé récemment et il ne l'a pas compris. Je pense qu'il regrette vraiment d'avoir dit ça. Ou peut-être était-ce pour une autre raison. Je veux dire, il s'est disputé avec Scott Bessent devant votre bureau, non? Oui, il y a eu une petite altercation entre eux, mais ce n'était pas une bagarre à proprement parler. Mais t'as entendu? C'est typique. Oui, j'ai entendu. C'est en fait assez typique pour, tu sais, ça arrive. Et maintenant, au début de la fin des émeutes à Los Angeles, nous attendons toujours l'émeute du 14 juin dans d'autres villes, comme les démocrates l'ont promis, avec des surprises. Il cherche quelqu'un. Elpidio Reina. Qui est Reina? Pourquoi le gouvernement américain offre-t-il de l'argent? 50 000 $ pour le retrouver? Elpidio prenait des briques, déposées à des endroits stratégiques pour les manifestants, et les lançait sur les voitures de police qui passaient. Juste des civils. C'est étonnant qu'il n'ait tué personne. Celui qui lançait la brique était identifié. Notre avocat, Bill S., où il a maintenant renoncé à son nom et on nous informe qu'il est recherché, il peut fuir, mais il ne pourra pas se cacher. Il s'appelle Elpidio Reina, et voici qui il est. Rappelez-vous, c'est cet homme-là qui lançait des briques sur une voiture, sur les vitres arrière, ce que beaucoup qualifieraient de tentative de meurtre. Je vais expliquer. Elpidio lançait des briques préparées à l'avance sur des voitures qui passaient, y compris une voiture de police. Une brique qui frappe le pare-brise peut provoquer un accident, qui, comme nous le savons, peut être fatal. Ce n'étaient pas des tomates qu'il lançait, ni de petits cailloux, mais des briques. C'est ça. L'identité de cette personne a été établie. Il affirme avoir lancé des pierres sur les officiers fédéraux quittant le poste de commandement de Paramount samedi et se cache actuellement. Une attaque audacieuse, filmée en vidéo qui aurait pu être fatale. Reina, 40 ans, est accusé d'agression contre un officier fédéral. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 8 ans de prison. Le FBI offre une récompense de 50 000 $ pour toute information menant à sa capture. Et nous avons encore autre chose. Voici ce que le FBI a publié à l'origine. À l'époque, il était inconnu. Maintenant, il a été identifié et il recherche plus d'informations. C'était la publication initiale. Ensuite, nous avons vu que Dan Bongino a partagé ce post en disant « Bon, rends-toi, Elpidio, tu viens de Compton ». Le FBI de Los Angeles déclare « Nous avons identifié l'homme recherché pour l'agression d'un officier fédéral ce week-end. Elpidio Reina, Quarantans de Compton, est considéré comme un fugitif. Si vous avez des informations sur sa localisation, veuillez contacter le département de la sécurité intérieure. » Non, une récompense pouvant aller jusqu'à 50 000 $ est offerte pour toute information menant à son arrestation et à sa condamnation. Et il doit être considéré comme armé et dangereux. Et il est en fuite. Qu'est-ce que cela signifie, armé et dangereux? En traduisant du langage policier en langage courant, cela signifie qu'on peut lui tirer dessus. Et sachant qu'Elpidio recevra au maximum, 8 ans, c'est juste la peine maximale. Il est peu probable qu'on lui donne une telle peine. Mais c'est à peu près ça. Ce qu'il a fait, et en plus devant le tribunal, disons, au tribunal. Là-bas, ils vont probablement requalifier la tentative d'assassinat sur un policier en création d'une situation dangereuse. Et ce fameux Elpidio, il sera libéré dans 3 ou 4 ans. Alors, voilà, citoyens, policiers, et si Elpidio résiste d'une manière ou d'une autre, ou montre qu'il est dangereux, ils n'hésiteront pas à lui tirer dessus sur place. Et c'est vrai parce qu'il est armé et dangereux. Et maintenant, c'est Michenka. Mais avant elle, messieurs, pour les sponsors de la chaîne, nous réalisons des vidéos spéciales et nous organiserons des rencontres spéciales dès qu'il y aura un peu plus de sponsors. Vous pouvez devenir sponsor pour seulement 4 $ par mois, ou plus, si vous le souhaitez. Ah oui, et si vous vous abonnez pour 1 an à l'avance, c'est 3 $ par mois. De plus, sur Camerton Global, c'est écrit en lettres anglaises avec un K, Camerton Global. Il y a des séries de vidéos sur Poutine, sur son enfance, sa jeunesse, sur ses réalisations, sur les Clinton, sur les 80 cadavres qui les entouraient. Et d'ailleurs, des prédictions absolument précises pour l'avenir, pour les 17 prochaines années.
Eh bien, maintenant, Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, a annoncé qu'il prononcerait le discours le plus important de sa vie. Voilà à quoi cela ressemblait. D'accord, nous travaillons sur le son. M, nous ne sommes pas tout à fait sûrs si cela est lié au matériel du gouverneur. Je précise. Les micros n'ont pas été allumés dans le studio, soit ils sont partis voir les émeutes ou ce qui se passe, ou peut-être qu'ils sont allés regarder la télévision, soit ils ont fumé de l'herbe, soit ils se moquent complètement de leurs responsabilités professionnelles. En Californie, il est impossible de rendre le travail rentable pour les Noirs en raison de leur couleur de peau. Ou peut-être à cause d'autres raisons techniques, mais nous faisons de notre mieux en ce moment pour rétablir la diffusion. Pour que vous puissiez nous écouter. D'interruption. Nous aurons bien sûr des extraits du discours du gouverneur, mais... Et ainsi, le gouverneur, dont l'idée principale est de se présenter comme candidat du Parti démocrate à l'élection présidentielle de 2028, a prononcé les mots les plus importants de sa vie. Mais quand il a enfin été entendu, quand ils l'ont branché, il a enfin été entendu, c'est devenu encore pire. Le discours du gouverneur Newsom. Nous savons qu'il a effectivement déposé une plainte. Et ensuite, tout est parti de travers. Les problèmes techniques étaient sans doute la partie la plus intéressante du discours. C'est absolument symbolique, étant donné que Newsom ne dit littéralement rien, même quand on l'entend. Ce discours, ou plutôt cette tentative de discours à la nation la nuit dernière, c'est exactement ainsi que les vieux médias moribonds l'ont présenté. Ce discours a été une catastrophe terrible selon tous les critères objectifs. Honnêtement, je ne sais pas ce que Newsom, ou comme l'appelle Trump, essayait de faire, à part évidemment tenter de se présenter comme le favori pour l'investiture démocrate. En 2028, il se fiche de Los Angeles. C'est le docteur Stephen Tarly avec 1 million d'abonnés. Alors, de quoi parlait Gavin Newsom ? Probablement de la façon d'arrêter les émeutes et les incendies criminels et de les prévenir à l'avenir. La Cité des Anges, dans l'état qui lui est confié, est en train de brûler, n'est-ce pas? Il se fiche des citoyens de Californie. Il s'en moque complètement. Il n'y avait absolument aucune substance ni politique là-bas qui aurait pu être considérée comme une réponse directe à ces émeutes. Aucune idée de la façon dont nous allons gérer ces émeutes. En réalité, c'était un discours catastrophique qui n'a pas seulement commencé par des échecs techniques, mais qui a aussi été précédé par sa propre erreur. Newsom, pris en flagrant délit de mensonge plus tôt le même jour. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il a fait par pure stupidité. Trump a raconté aux journalistes qu'il avait parlé avec Newsom pendant plus de 15 minutes de l'arrêt des émeutes et du fait qu'il envoyait la garde nationale en ville. Et Newsom, quand on lui a demandé à ce sujet, tu le savais? Il a dit « Je n'ai absolument pas parlé au président une seule fois ces 2 derniers jours. » Un mensonge éhonté. Plus tôt le même jour, Newsom a tenté d'accuser le président Trump de mensonge. Vous l'avez peut-être remarqué. Trump a affirmé qu'il avait contacté Newsom avant d'envoyer les troupes de la garde nationale pendant le week-end. Et Newsom a répondu « Non, il ne l'a pas fait. » Ce n'est pas vrai. Non, le président Trump ne m'a pas appelé, je n'ai jamais parlé avec le président Trump à ce sujet. Et qu'a fait Trump? Il a pris et publié son registre d'appel avec l'heure exacte à laquelle il a appelé Newsom. La première fois qu'il l'a appelé à 1h22 du matin, le 7 juin, Newsom n'a pas répondu. Trump, faisant preuve de persévérance, l'a rappelé 1 minute plus tard. Et le registre d'appel montre clairement qu'ils ont parlé pendant 16 minutes. Voici pourquoi je pense que Newsom est un imbécile. Il ne sait pas certaines choses essentielles à son rôle. Sur tous les téléphones, des smartphones aux lignes fixes ordinaires, il est indiqué où l'on a appelé, combien de temps a duré la conversation et à quelle heure l'appel a eu lieu. Cet imbécile veut devenir président des États-Unis d'Amérique. Il ne sait même pas mentir. On dirait que c'est un idiot, mais il a une belle gueule. Enfin, c'est-à-dire un idiot séduisant. Mais ce jour-là, les bêtises de Newsom ne se sont pas arrêtées là. Elles ont continué. Il y en avait avant, il y en a eu après. Mais ce jour-là, elles ne se sont pas arrêtées non plus. Il a aussi poursuivi Trump en justice pour l'envoi de la garde nationale à Los Angeles, dont il prétendait ne rien savoir. Alors qu'en réalité, il en avait discuté avec Trump pendant 16 minutes.
Il a rejeté la demande de l'État de Californie d'interdire à Trump d'utiliser la garde nationale de Californie pour maintenir la paix et l'ordre pendant ces manifestations. Dieu aime la Trinité qui est aimée de Dieu. C'est comme ça qu'on disait tout le temps en Biélorussie. D'abord, on attrape quelqu'un en train de mentir, puis son propre juge classe l'affaire. Et ensuite, pour couronner le tout, comme la cerise sur le gâteau, le discours le plus important de la vie du neveu de Nancy Pelosi. Donc, évidemment, la journée de Newsom commençait mal dès le début, et ensuite, nous sommes arrivés à son discours. Et c'était littéralement rien d'autre qu'une nouvelle tentative du gouverneur raté de Californie de faire ce qu'il sait faire. Le mieux, c'est de rejeter la responsabilité de sa propre catastrophe, qu'il a lui-même créée. Ce n'est pas à cause des conditions sociales que des millions et des millions de personnes ont quitté notre État et sont partis ailleurs pendant mes 2 mandats. Ce n'est pas à cause de ma politique des villes sanctuaires. Non, tout est de la faute de Trump. C'est Trump, Hitler, dictateur. Voilà le problème. Il n'y a plus rien d'autre à voir ici. En Californie, tout est vraiment magnifique, paisible, principalement paisible, en feu, mais surtout paisible. Je veux dire que la Californie, sous ma direction, occupe maintenant la première place dans toutes sortes de catégories. La Californie est en tête du pays pour le taux de pauvreté, sans exception. Nous avons le plus grand écart de revenus entre la classe moyenne et la classe supérieure moyenne, ainsi que la plus grande différence Entre les riches, et les pauvres dans tout le pays. En fait, il est possible que les manifestants aient des raisons d'agiter des drapeaux mexicains, parce que l'écart de richesse en Californie est même pire qu'au Mexique. Il est en fait pire que dans les pays du tiers-monde. 80% des emplois en Californie, vous avez bien entendu. 88% sont en dessous du salaire médian. Et la moitié d'entre eux sont payés moins de 40 000 $ par an. La Californie a le taux de chômage le plus élevé du pays ainsi que le taux d'analphabétisme le plus élevé. Selon les données du recensement des États-Unis, au cours des 15 dernières années, en moyenne 100 000 habitants de Californie quittent l'État chaque année, ce qui dépasse le nombre de ceux qui y emménagent. Cela se voit à l'œil nu. 650 000 personnes partent chaque année. Et c'est pourquoi, pour combler les postes de producteurs, de scientifiques, d'ouvriers, d'enseignants, de soudeurs, des millions de clandestins sont introduits en Californie. Sinon, la Californie perdra de nombreux sièges au Congrès. J'en ai déjà parlé. Nous avons une loi écrite tellement stupide. Quand on décide combien de représentants envoyer au Congrès, on compte simplement combien de personnes vivent là. Ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans notre Constitution ou dans une explication, je crois. Mais on ne compte pas les citoyens, on compte les habitants. Les citoyens sont partis, mais la population n'a pas diminué. Et au Congrès, il y a toujours les mêmes 52 représentants de la Californie. 52 sur 435, c'est sérieux, c'est une force puissante. Écoutons Scott Jennings. Il est toujours précis, détaillé et objectif. Ça me frappe. D'abord, ce type était le gouverneur de l'État 1. Dans une grande ville de cet État, des troubles ont lieu alors qu'il lance sa campagne présidentielle. C'est incompréhensible. Pas d'autre façon d'interpréter ce qui s'est passé. Il dirige un État en échec, il est à la tête d'un État en échec. L'application des lois fédérales et des lois sur l'immigration par Donald Trump n'est pas controversée en soi, mais est perçue comme une insulte par les démocrates et Gavin Newsom. En Californie, il se passe actuellement ce qui suit. En Californie, de nombreux étrangers ont occupé de vastes territoires. Une ville est en feu et le président tente de rétablir l'ordre. C'est pas ce qui se passe, mais nous entendons de nombreuses plaintes de Gavin Newsom. Les démocrates ont échoué en Californie. Je doute que cela résonne avec les Américains. Cela pourrait sembler opportuniste de la part du gouverneur de Californie de se plaindre de Harvard alors qu'une ville de son État est en proie aux flammes. Les gens se questionneront sur ses motivations. Non seulement Scott, mais aussi Joe Borelli, stratège républicain, est concerné. Débutons par l'aspect le plus absurde de ce discours. C'est déjà la 5e nuit. 1, 2, 3, 4, 5 nuits d'émeutes, de pillage et de violence dans les rues de sa principale ville. Et Gavin Newsom saisit cette occasion pour prononcer un discours contre Donald Trump, et non contre les émeutiers, ni contre les personnes qui commettent des crimes. Et d'autres chaînes de télévision disent que c'est la première étape vers ses ambitions présidentielles, et qu'en fait, c'est cela qui fera de Gavin Newsom un président. Mais si c'est le cas,
Laissez-moi être le premier à accueillir le président J.D. Vance en 2008, car c'est précisément ce qui va arriver. Que cela plaise ou non aux démocrates, s'il est leur principal candidat. Et qu'est-il arrivé après que Gavin ait prononcé son discours historique? Qu'ont révélé les sondages éclairs auprès de la population? Le problème fondamental pour Newsom, c'est que les Américains n'y croient tout simplement pas. L'un des meilleurs instituts de sondage, ils font partie des sociologues les plus précis en 2024. Ils savaient que Trump allait gagner et qu'il gagnerait avec une large avance. Ils viennent tout juste de publier ce sondage, et c'est une véritable catastrophe pour les démocrates terroristes domestiques. 59% soutiennent la décision du président Trump de déployer la garde nationale. Seulement 39% désapprouvent. C'est une différence de 20 points. En faveur de Trump, 20 points. Et ce n'est pas seulement le RMG. Un autre des centres sociologiques les plus précis de 2024 a découvert que 58%, presque autant que les 58% soutiennent les efforts de l'administration Trump pour expulser les migrants illégaux. Seulement 37% ne l'approuvent pas. Une fois de plus, presque la même différence. Cette fois, 21 points pour Trump. RMG a également demandé « Comment évaluez-vous les actions de l'administration Trump concernant la déportation des migrants illégaux ?» 55% ont répondu que tout allait bien ou même que ce n'était pas suffisant, tandis que seulement 36% pensent que Trump est allé trop loin. À nouveau, Trump a un avantage de 19 points. Même l'une des agences sociologiques les plus biaisées et orientées à gauche, même elles sont obligées de reconnaître que la cote d'approbation du président Trump augmente à cause de cela. Des émeutes? Eh bien, et sous. Personne ne soutient ces émeutes. Personne ne soutient ces politiciens démocrates qui essaient d'accuser Trump d'avoir soi-disant aggravé la situation. Par exemple, regardez. C'est Manhattan la nuit dernière. Voici le chaos qui a éclaté près du bâtiment fédéral de Manhattan. Vous remarquerez qu'il n'y avait là que des manifestants et la police de New York, et c'est tout. Il n'y avait pas d'agents de l'ICE, pas de soldats de la garde nationale, seulement des policiers et des émeutiers. Vous voyez, c'est le talon d'Achille de l'affirmation des démocrates selon laquelle Trump incite à ces émeutes. La seule cause de ces émeutes est la folie de l'extrême gauche. À gauche, nous concluons, mesdames et messieurs. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, quand Dieu veut punir, il enlève la raison et il punit nos gauchistes. Oh, il y a de quoi.